Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Premier déplacement du Sénat hors les murs depuis l'élection de l'UMP Gérard Larcher. La commission des lois s'est rendue à Chartres au contact des élus pour évoquer les compétences des départements au moment où les dotations de l'État aux collectivités diminuent et que les impôts locaux risquent d'augmenter. Débat à suivre dans ce journal. Les revirements de Nicolas Sarkozy en pleine course pour la présidence de l'UMP. L'ancien président a créé la surprise en proposant samedi l'abrogation de la loi Taubira sur le mariage pour tous, au risque de brouiller son message et de se fâcher avec ses soutiens les plus proches. Décryptage dans un instant. François Hollande pour un référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie. En visite sur l'archipel, le chef de l'État a estimé que les Calédoniens auront le dernier mot quant à l'avenir institutionnel de cette collectivité, alors que des milliers de personnes ont manifesté à l'appel du sénateur UMP Pierre Frogier sous le slogan « Restons français ». Gérard Larcher l'avait promis pendant sa campagne pour la présidence du Sénat. Le Sénat s'est donc délocalisé à Chartres toute la journée. La commission des lois a réalisé des auditions pour préparer le texte sur les compétences des collectivités territoriales qui arrive en séance le 16 décembre prochain. Reportage de Mounir Soussi. Habitués à recevoir dans le confort du palais du Luxembourg, aujourd'hui les sénateurs jouent à l'extérieur. Sous l'impulsion de Gérard Larcher, la Haute Assemblée a mené une session de travail hors les murs. Une opération voulue par le président qui doit permettre d'instaurer une nouvelle méthode de travail. La volonté, c'était d'être au plus proche des acteurs du terrain, que ce soit les élus, que ce soit les forces économiques et demain sans doute les citoyens, pour que nous puissions échanger, construire la loi, j'allais dire, pas simplement comme des techniciens de la loi, mais comme ceux qui sentons le territoire, le terrain. Une quinzaine de sénateurs de la commission des lois a fait le déplacement pour une série d'auditions autour de la réforme territoriale, une loi qui cristallise les inquiétudes et les interrogations des élus. L'occasion pour la délégation de recueillir les doléances et de faire de la pédagogie. Que la réforme territoriale, c'est pas une histoire très juridique, de distribution des compétences, de discussion théorique. C'est vraiment la matière de la vie quotidienne des Français et de leurs entreprises. Les acteurs économiques étaient aussi autour de la table. Ils ont profité de ce temps d'échange pour insister sur le danger de l'augmentation du nombre de lois et de normes. D'avoir un panel d'élus en face de nous, ça nous permet d'avoir un rapport fortement direct, très direct. Ça nous permet surtout de faire remonter des préoccupations qu'on ne peut pas faire remonter habituellement facilement. L'expérience devrait se reproduire dans d'autres villes. Gérard Larcher affiche la volonté d'inscrire cette pratique dans le temps pour qu'elle ne soit pas qu'un simple effet de mode. Un djihadiste français de 22 ans aurait participé directement à la décapitation de prisonniers syriens par le groupe État islamique, selon le ministère de l'Intérieur. Il s'agit d'un Normand converti à l'islam, mais il ne serait pas le seul Français. Ce soir, le procureur de Paris annonce l'ouverture d'une enquête pour assassinat en bande organisée et elle vise 2 Français. On l'écoute au micro de Sophie Normand-Couturier et Samia Déchir. La section antiterroriste du parquet de Paris ouvre ce jour une enquête des chefs d'assassinat en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste, ainsi que pour association de malfaiteurs criminels en vue de la préparation d'actes de terrorisme criminel visant les agissements donc des 2 Français qui pourraient être impliqués dans les exactions mises en ligne dans cette vidéo de propagande diffusée par l'État islamique hier. François Hollande en visite en Nouvelle-Calédonie, plus de 25 ans après les accords de Matignon. La question de l'avenir institutionnel de l'archipel est toujours posée. Un référendum sur le maintien ou non de cette collectivité dans la France aura lieu au plus tard en 2018. Jérôme Bonnard. Un accueil contrasté. Ambiance solennelle sur le tarmac de l'aéroport et plus de bruit dans les rues de Nouméa, où des milliers de personnes sont venues dire non à une éventuelle indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Il y a une certaine appréhension au vu des échéances de 2018, donc il est normal que, en tout cas, celles et ceux qui souhaitent vivre sous la bannière tricolore, eh bien, le réaffirment au moment où le chef de l'État vient nous rendre visite. Car un référendum sur l'autodétermination doit avoir lieu d'ici à 2018. Le débat de l'indépendance divise les Calédoniens depuis 40 ans. Principalement entre les autochtones kanaks et les loyalistes caldoches immigrés d'Europe. Des tensions qui avaient dégénéré en violences meurtrières dans les années 80, avant la réconciliation grâce aux accords de Matignon signés par Michel Rocard en 1988. Un sujet sur lequel le chef de l'État préfère rester neutre. Ce seront les Calédoniens qui auront
la parole, le dernier mot. Une consultation est prévue en 2018, au plus tard. À nous de l'organiser et de faire en sorte qu'elle puisse être un succès. Dans la journée, François Hollande a rendu hommage aux grandes figures du passé ayant joué un rôle dans cet accord de paix. Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou sur la droite, le fondateur du FLNKS pro-indépendantiste. Une façon de ne fâcher personne à 4 ans d'échéance déterminante pour l'archipel. Nicolas Sarkozy rouvre le débat sur le mariage homosexuel, un revirement qui a surpris notamment parmi ses soutiens, d'autant que l'abrogation d'une loi sociétale considérée comme irréversible fait débat, comme nous l'explique Camilla Campuzano. Abrogation de la loi Taubira, la salle l'exige, la salle l'obtient. Si ça vous fait plaisir, franchement, ça coûte pas très cher. Euphorie des militants anti-mariage pour tous. Mais légalement pas si évident. Pour cette avocate, une abrogation ne passerait pas le Conseil constitutionnel. Le mariage civil est une liberté fondamentale à valeur constitutionnelle, donc on ne peut pas revenir dessus. Et deuxièmement, une loi qui abrogerait la loi Taubira créerait une discrimination au sens légal du terme, et ce serait le deuxième moyen sur lequel le Conseil constitutionnel censurerait une loi qui abrogerait la loi Taubira. Retirer des droits fondamentaux accordés, du jamais vu sous la Ve République. Et c'est sur cet élément que se concentreraient les débats. Ce qu'une loi a fait, une autre loi peut le défaire. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision sur la loi Taubira, le 17 mai 2013, a pris soin de dire que les règles relatives à qui peut se marier ne font pas partie des droits fondamentaux garantis par la Constitution. Donc je crois qu'il n'y a aucune difficulté. Pas question de laisser un vide juridique. La famille, c'est une réalité de l'homme. Au nom de la préservation de la famille, le candidat à la présidence de l'UMP propose un mariage distinct, spécifique pour les couples du même sexe. Une manière d'exploiter les imprécisions de la loi Taubira et d'interdire GPA et PMA aux homosexuels, le nerf de la guerre de la manif pour tous. La marge de manœuvre, très clairement, est sur le problème de la filiation. Et sur le problème de la filiation, on n'est pas obligé d'avoir un régime identique pour les couples homosexuels et pour les couples hétérosexuels. En cas d'abrogation, une certitude, le débat remonterait jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Et pour parler de ce revirement de Nicolas Sarkozy, notre invité ce soir, Jérôme Sainte-Marie, bonsoir, président de Polling Vox, merci d'être avec nous. Alors comment expliquez-vous ce changement de pied de Nicolas Sarkozy? A-t-il parlé trop vite sous la pression? Ce soir, Manuel Valls dit qu'un homme d'État qui a été président de la République ne doit pas céder à une foule. Quelle est votre réaction? Il y a certainement des éléments du contexte immédiat, c'est-à-dire de la foule. On sait très bien que Nicolas Sarkozy, qui est un bon orateur, aime bien mettre son public dans sa poche, et là, il n'avait pas tellement d'autres choix pour cela que de le faire. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus important que cela, c'est que on voit bien qui est en campagne pour l'élection à la présidence de l'UMP, auprès donc des adhérents, et ceux qui est en campagne pour les primaires qui suivent. Alain Juppé, qui s'intéresse aux primaires ouvertes, tient des propos dans les Inrecuptibles il y a quelques jours très conciliants et très ouverts sur cette question-là. Inversement, Nicolas Sarkozy pense devoir durcir son discours parce que lui, l'élection qu'il a devant lui, c'est tout simplement celle au sein de l'UMP. On sait qu'on a on a l'impression, il n'y a pas de sondage par définition, mais on a l'impression quand même que M. Le Maire, M. Mariton font beaucoup plus que la figuration. Et donc Nicolas Sarkozy a besoin de faire un bon score quand même pour une rentrée qui se passe mal. Et là, il essaye de mettre tous les atouts dans sa poche en espérant qu'on ait un peu oublié tout cela dans quelques mois. Oui, mais c'est risqué quand même. Ça ne conduit pas à l'isolement de l'ancien président, cette sortie sur l'abrogation de la loi Taubira? Le plus embêtant, c'est pas tellement sa ligne, c'est le fait que cette ligne semble vaciller sous le coup des événements. Ça fait partie des éléments négatifs de l'image de Nicolas Sarkozy qui sont réactivés par son retour sur la scène politique. Par ailleurs, ça montre aussi quand même, et c'est pas forcément d'ailleurs si négatif que cela, ça montre aussi le poids permanent dans la vie politique des minorités agissantes. On a effectivement quelque chose, il y a un livre de Gaël Brustier qui vient de sortir sur le mai 68 conservateur de la Manif pour tous. On a eu l'émergence d'une génération militante à travers cette Manif pour tous, et c'est un encouragement pour tous ceux qui veulent militer, y compris contre d'ailleurs cela. Ça donne la mobilisation donne quand même des résultats intéressants. Oui, au risque d'apparaître
comme versatile, puisqu'on sait que Nicolas Sarkozy a quand même changé de pied sur cette question du mariage pour tous. Oui, c'est surtout, ça devient extrêmement confus, parce qu'en réalité, l'opinion là-dessus, gauche et droite réunies, est assez simple en fait. Lorsqu'il s'agit de mariage, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de deux êtres qui s'aiment et qui veulent consolider avec un peu d'aide de l'État, consolider leur union, les Français sont pour en réalité. C'est dès qu'il s'agit effectivement, ça a été dit précédemment, de la conséquence quasiment inéluctable du mariage, c'est-à-dire de la filiation, que là, il y a des évolutions de l'opinion et des fractures très profondes. Alors c'est ça la nouvelle stratégie, Nicolas Sarkozy, pour vous? Est-ce qu'il dit aux adhérents finalement ce qu'ils ont envie d'entendre? Oui, enfin, là où, encore une fois, j'insiste, là où il prend le risque, c'est que de mariage, ça sonne de manière très discriminatoire. Vous voyez, c'est autant on peut, parce que là, l'opinion en général et l'opinion de droite en particulier peut entendre des positions très fermes concernant la GPA bien sûr, mais même sans doute la PMA, si elle est expliquée, autant sur le fait de créer différentes sortes de mariages, et en plus rétrospectivement, c'est pas une position qu'il va pouvoir tenir, donc je crois que cette histoire pour lui n'est pas finie. Il sera en réalité contraint de faire marche arrière, ce qui va encore davantage abîmer son image. Mais est-ce qu'il a raison de penser que le parti peut se gagner par la droite? Ah bah oui, évidemment, vous savez, là, c'est plus une supposition, c'est Quand on voit qu'Alain Juppé, vous l'avez dit, il fait une interview aux Argonauts. Non, mais Alain Juppé, il ne cherche pas à prendre le parti. C'est-à-dire qu'inversement, François Fillon avait été très prudent et il avait quand même, il s'était laissé talonner ou dépasser, on ne sait pas, par Jean-François Copé, qui lui a été beaucoup plus sur les fondamentaux de l'UMP, notamment sur l'immigration. Tandis que Alain Juppé, lui, effectivement, il s'adresse dans cette histoire il s'adresse en fait au public des primaires ouvertes, avec l'idée peut-être que certains sympathisants de gauche iront voter pour lui, en tout cas pour ceux lui qui considéreront comme le moins pire d'entre eux, comme disait l'Irréductible. Ça c'était dans la mesure où beaucoup de gens à gauche considéreront que pour eux la partie est déjà perdue en 2017, ils seront de choisir le plus modéré à droite. C'est un pari un peu risqué, mais c'est le pari que fait Alain Juppé très certainement. Merci Jérôme Sainte-Marie. Regardez, on a posé la question aux internautes de notre partenaire l'Obs. Êtes-vous favorable à l'abrogation de la loi Taubira? Eh bien, les internautes ont répondu non à 75%, oui à 24%. Sur 671 votants, ne se prononce pas 1%. Et puis sachez que François Fillon a engagé des poursuites en diffamation à l'encontre de Jean-Pierre Jouyet et des journalistes du Monde, Fabrice Lhomme et Gérard Davet. Dans leur livre Sarko s'est tué, ils affirment que François Fillon a demandé à l'Élysée d'accélérer les procédures judiciaires contre son rival Nicolas Sarkozy, ce que dément l'ancien Premier ministre. Le Conseil de Paris a rejeté le projet de construction de la tour Triangle, un gratte-ciel de 180 mètres qui doit être édifié porte de Versailles dans le 15e arrondissement de la capitale. Mais la mairie va porter l'affaire en justice, le vote secret n'ayant pas été respecté. Ouverture de la semaine pour l'emploi des handicapés dans un contexte difficile. Le chômage des personnes touchées par handicap augmente 2 fois plus vite que la moyenne et elles doivent aussi y faire face à des difficultés en matière d'accessibilité. La mise aux normes de nombreux bâtiments ayant été repoussés. Aurélien Romano. Dans ce bureau d'études, les dossiers de mise en conformité et accessibilité se multiplient. Pour cause, depuis un mois, les établissements accueillants du public doivent faire le point sur leur niveau d'accessibilité des personnes handicapées. Des dossiers longs, coûteux et complexes. En volume, vous imaginez ce format-là sur 200 rapports. En France, seuls 30% des équipements sont aux normes, un retard énorme qui aurait dû être comblé au 1er janvier 2015, mais dont le délai a été repoussé de 3 à 9 ans, suivant les cas. Vous savez, quand vous êtes des petites communes, vous n'avez pas forcément toutes les informations techniques qui vous sont données sur les obligations réglementaires, etc. Après, les petits commerçants qui ne sont pas informés, ou mal informés, ou qui n'ont pas pris le temps d'être informés. Du fait de l'ampleur et de la complexité des travaux, certains chantiers obtiendront des dérogations. C'est le cas du métro parisien qui a un siècle. En revanche, les transports de la région Île-de-France devraient être tous accessibles d'ici à 2020. Il y a 1300 communes en Île-de-France, ça nécessite que ces 1300 communes ou regroupements de communes prennent l'initiative de demander ces financements pour mettre en accessibilité les arrêts-bus. Et c'est une des complexités. Vous savez qu'en Île-de-France, comme dans le reste de la France, le millefeuille administratif est compliqué. On le paye ici aussi. Un retard accumulé depuis de nombreuses années par les différents acteurs des dossiers. Le compte n'y est pas pour les associations. On ne peut pas aujourd'hui accepter qu'on ait un nouveau dispositif qui est pour nous beaucoup trop souple, qui peut permettre que certains établissements ne seront accessibles que dans 9 ans. Alors que ça fait 10 ans qu'on nous a dit le délai de 10 ans, on y tiendra. Aujourd'hui, on nous fait des promesses, mais nous n'y croyons pas. D'autant que ces aménagements ne bénéficieront pas seulement aux handicapés moteurs, mais aussi aux poussettes et personnes âgées.
En bref, confirmation de la mise en examen du sénateur socialiste Jean Germain. L'ancien maire de Tours est impliqué dans l'affaire dite des mariages chinois dans sa région d'élection. 24 heures Sénat, tout de suite le débat. Et on ouvre le débat de ce 24 heures Sénat consacré ce soir à la fiscalité locale avec nos invités sur ce plateau. Jacqueline Gouraud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice UDUC de Loir-et-Cher. Merci d'être avec nous. Avec nous également sur ce plateau, François Lenné. Vous êtes spécialiste des dépenses publiques pour contribuables et associés. Merci d'être avec nous. Alors Jacqueline Gouraud, on le sait, hein, l'état des finances des collectivités locales est au plus mal. Hein. Est-ce qu'il va conduire à un alourdissement de la fiscalité de l'imposition des ménages selon vous ? Alors, la fiscalité est au plus mal, ça dépend des situations des collectivités territoriales. Il y a des collectivités territoriales qui sont dans de bonnes situations financières. Ce à quoi vous faites allusion, je suppose, c'est à la baisse des dotations de l'État qui vont effectivement générer des gênes sur un certain nombre effectivement de collectivités territoriales et qui vont sur certaines collectivités territoriales, effectivement, freiner les investissements. C'est une certitude. Nous savons que les collectivités territoriales, dans leur ensemble, c'est 70% à peu près de l'investissement public local. Donc, il est évident que la baisse des dotations va freiner, pour certains, l'investissement. D'autant plus, je dirais, que certaines décisions qui ont été prises ont développer les dépenses de fonctionnement pour les collectivités territoriales. Et cela, évidemment, c'est une des revendications des élus locaux, c'est-à-dire d'arrêter que l'État prenne des décisions qui engendrent des dépenses supplémentaires de fonctionnement pour les collectivités territoriales. La question. Je pense par exemple, récemment, pour donner un dernier exemple, sur les rythmes scolaires. François, est-ce qu'il faut s'attendre à une hausse des taxes foncières, taxes d'habitation entre 2015 et 2017, justement pour compenser cette baisse des dotations aux collectivités territoriales dont vient de parler Jacqueline Gouraud? C'est certainement la solution de facilité qui tente de nombreux élus. C'est certainement le sens de tout cet enfumage dont on voit la trace dans la presse depuis quelque temps autour de baisse de la dotation globale, implique hausse de la fiscalité. Alors, je pense que c'est doublement un enfumage. D'abord parce que pourquoi enfumage justement? C'est un discours très globalisant, alors que, comme Madame l'a dit, il faut regarder localement, j'y reviendrai. Et puis ensuite, même au global, quand on prend les communes, par exemple, la dotation globale de fonctionnement, c'est 20% des revenus de fonctionnement globaux. L'impôt, c'est 40%. Ce qui veut dire que... les dépenses totales, c'est 95%. Ça veut dire que si vous devez baisser de 5% vos dotations globales de fonctionnement, la question qu'on vous pose si on ne veut pas augmenter les impôts, c'est pouvez-vous baisser de 2% vos dépenses? Je pense que si vous posez la question sous cette forme aux citoyens, ils seront assez nombreux à répondre qu'on doit pouvoir baisser les dépenses de fonctionnement de 2%. Et ce en quoi ils auront raison, sauf dans des endroits exceptionnels. Donc cette pression est tout à fait avalable par un effort, mais qui n'est pas dans l'habitude des élus. Simplement, c'est le signal. Et oui, messieurs, il est temps de se réveiller et de faire un effort sur les dépenses. Alors, Jacqueline Gouraud, on nous dit ce soir que si les élus locaux font des efforts sur leur budget de fonctionnement, ils pourraient peut-être éviter justement d'augmenter les impôts pour les contribuables. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'ils ont d'autres alternatives, effectivement, ces élus locaux qui vont se retrouver dans une certaine difficulté? D'abord, la première chose, je crois qu'il faut dire, c'est que les élus locaux n'augmentent jamais les impôts locaux avec joie et avec bonheur. Tant qu'ils peuvent, en tout cas quand on est un élu local et responsable, et je crois que c'est quand même la très large majorité des élus locaux, s'ils n'ont pas besoin d'augmenter les impôts, ils ne le font pas. Ça, c'est absolument évident. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point... Sauf qu'un récent rapport du Sénat qui a été présenté par vos collègues Dallier, Mézard, Guéné la semaine dernière était quand même assez alarmiste sur l'état de ces finances locales, estimant que certaines collectivités allaient se retrouver dans une impasse financière. Donc, ils n'ont peut-être pas beaucoup de marge de manœuvre, justement. Alors, le deuxième point que je voulais développer, que monsieur a abordé, c'est vrai que quand on gère une collectivité locale, il faut la gérer au plus près et qu'il faut sans arrêt chasser le gaspillage, comme on disait à une époque, et essayer de contraindre au maximum les dépenses de fonctionnement. Et c'est vrai qu'il y a
des efforts à faire dans certaines collectivités. C'est ce qu'a dit la Cour des comptes aussi. Absolument. Bon, sonnette d'alarme a été tirée. Je veux dire par là, il ne faudrait pas globaliser l'image en pensant que la plupart des collectivités territoriales ne gèrent mal les comptes de leur commune ou de leur département ou de leur région. Simplement, il y a une vérité, c'est que nous avons été habitués à une période faste où effectivement les dotations de l'État venaient facilement et aujourd'hui, il est clair que la situation de la France ne permet plus à l'État de continuer à verser aux collectivités locales les dotations qu'elles versaient auparavant parce que la situation l'exige. Et moi, je suis de celles qui pensent qu'il est logique que les collectivités territoriales participent à l'effort que fait la nation dans son ensemble. Bon, mais ceci dit, encore une fois, tout cela doit être mesuré et l'État doit aussi prendre ses responsabilités, ne pas faire des transferts déguisés aux collectivités territoriales sans cela que ça s'aperçoive, et c'est des dépenses nouvelles pour les collectivités territoriales, ou prendre des décisions politiques avec des nouvelles décisions qui engendrent de nouvelles dépenses dans les collectivités territoriales. Donc, c'est une question de confiance mutuelle qu'il doit y avoir entre l'État et les collectivités territoriales. Oui, François Héléné, vous partagez cette analyse. Effectivement, il ne faut pas stigmatiser toutes les collectivités locales. Certaines ont quand même une bonne gestion de leurs finances. Bien sûr. D'ailleurs, j'invite les citoyens que ça intéresse à se connecter sur Internet et regarder deux outils. Un que j'ai aidé les contribuables associés à développer qui s'appelle l'Argus des communes, qui donne des notes de dépenses, de fonctionnement et d'investissement aux communes, et un autre qui va être mis en ligne la semaine prochaine, qui donne des notes de santé et de dépenses. Et donc, la chaussée Saint-Victor, par exemple, a une note... Monsieur s'est renseigné sur votre commune, vous êtes conseillère municipale de cette commune. A une note de santé qui mesure donc sa capacité d'endettement, la maîtrise de sa fiscalité de 20 sur 20, donc excellente. Une note de dépenses de fonctionnement de 8 sur 20, parce qu'elle dépense, entre guillemets, beaucoup par rapport aux communes de la même taille et dans la même situation qu'elle. Quelle est la valeur dépenses de fonctionnement. De fonctionnement. Voilà. Et donc, la recommandation de cet outil-là, nous avons tiré des recommandations budgétaires pour 2015, pour chaque commune, et nous allons mettre en œuvre un système où le citoyen pourra envoyer un mail à son maire pour lui dire « Monsieur ou Madame le maire, j'ai regardé la situation financière de ma commune, je pense que vous pouvez réduire les impôts, ne pas les augmenter, les réduire, et pas en pourcentage mais en euros, je vais y revenir une seconde, et à ce moment-là, ce sera le cas. Nous, nos recommandations à travers cet outil-là, je pense que je ne vais pas faire le calcul comme ça, mais dans 30 à 40% des communes, c'est pas de ne pas augmenter, c'est de réduire les impôts. Et il y a peut-être un petit nombre de communes, peut-être 10 à 15%, dans lesquelles on constate qu'elles maîtrisent leurs dépenses, mais que malgré tout leur santé n'est pas bonne, parce qu'elles ont hérité d'un endettement très important, ou que sais-je, et où on peut considérer qu'il est raisonnable d'augmenter, sous surveillance citoyenne, les impôts. Donc nous, avant de développer ces recommandations-là, comme on avait appris que la DGF allait baisser, on a fait baisser la DGF dans les simulations. Dotation globale de fonctionnement. Voilà. Pour les et donc, utilisateurs. clairement, nous, on pense que tout ça est absorbable avec un effort raisonnable sur les dépenses. Alors, répondez Jacqueline Gouraud, puisque vous avez une bonne note et puis une note moins bonne, de 8 sur 20, la deuxième. Tout s'explique. Déjà, l'endettement, quand on n'a pas d'endettement dans une commune, c'est qu'on a géré au plus près ce qui permet de ne pas augmenter les impôts, bien évidemment. On peut même les réduire, c'est ce que dit monsieur. J'ai été maire pendant 25 ans de cette commune, donc jusqu'en mars dernier, donc je suis responsable de sa situation. Quant aux dépenses de fonctionnement, alors c'est vrai que c'est toujours... Bon, les analyses, quand on ne connaît pas les détails, je n'accuse pas, mais quand on ne connaît pas le détail, c'est toujours bon. J'accepte cette note parce que dans les dépenses de fonctionnement, par exemple, des dérapages en matière d'embauche, par exemple. Non, pas du tout. Justement, moi j'ai peut-être pas chez vous, mais non, mais pour reprendre la chaussée Saint-Victor, j'ai du personnel, si vous voulez, avec un taux qui est par rapport au fonctionnement tout à fait dans la strate de notre commune, mais j'ai une politique depuis de très longues années en direction de la jeunesse qui est très importante. Quand je dis la jeunesse, c'est de la crèche à 18 ans, c'est-à-dire l'accompagnement des jeunes en passant par les ados, etc. Je participe par exemple à une crèche d'entreprise. En achetant des places, chaque année, c'est du fonctionnement. Nous avons un accompagnement très important avant l'école, à la sortie de l'école, des jeunes. Bon, on a un accompagnement avec une politique en direction de la jeunesse qui est une politique de fonctionnement. Tout le monde en est
extrêmement satisfaits. D'ailleurs, ce qui fait que, avec les fameux TAPS pour les rythmes scolaires, nous, dans notre commune, je le dis, ça ne nous a pas coûté très cher. Pourquoi? Parce que nous avions déjà cette politique. Elle était déjà en place et nous avions déjà le personnel. Donc, on peut expliquer sûrement ma note un petit peu en dessous de la moyenne, comme vous l'avez dit, par une politique de fonctionnement en direction de la jeunesse qui est très importante, mais je crois que la population en est très satisfaite. Oui. François Lenné, finalement, peut-être qu'effectivement les habitants ont aussi bien un souci de responsabilité. Ils sont prêts à payer des impôts locaux, quitte à avoir des services de qualité. Moi, je pense qu'il est temps de passer du consentement fiscal au contentement fiscal. Le contentement fiscal, c'est une situation où les gens paieront dans beaucoup d'endroits moins d'impôts parce qu'on cessera de gaspiller l'argent public comme on le fait aujourd'hui, et en plus ils seront contents de le payer parce qu'ils comprendront à quoi ça sert. Les leviers sont quand même aujourd'hui innombrables. Alors, dans le cas de madame, il est très vraisemblable que ce qu'elle dit est juste, c'est-à-dire qu'il y a des services réels qui sont justifiables, explicables et que les gens souhaitent, dont les gens souhaitent disposer, qu'ils sont prêts à payer effectivement. Il y a beaucoup d'endroits où les dépenses sont légèrement incontrôlées, puisqu'en fait, on est dans le syndrome de la grenouille dans l'eau tiède. C'est-à-dire que quand on construit ces budgets municipaux, l'immense majorité des élus ne se comparent jamais aux comparables. Parce que les comparables ne le sont pas. Mais les comparables, en fait, quand on prend une vaste population, ils le sont effectivement. Si on est dans les plus dépensiers du groupe, on a des économies à faire. Ils regardent ce qu'on a fait avant, et ils disent, ah ben ça, ce truc, ah ouais, ben ça, plus 2% parce que c'est l'inflation. Ça, ben là, on va faire un effort spécial, donc plus 5%. Et donc, on fait toujours de l'historique. Ce qui fait que si on a construit des systèmes qui, au départ, étaient biaisés, on n'en fait jamais des budgets base zéro et donc on ne se remet jamais profondément en cause. Il y a donc dans beaucoup d'endroits des leviers qui sont importants à ce niveau-là. Puis il y a un autre endroit où il y a des leviers, mais alors faramineux, c'est les groupements de communes, qui sont des entités cancéreuses qui ont poussé sur le dos des communes depuis 15 ans, avec des dépenses qui n'ont jamais ou presque réalisé la promesse qui était de mutualiser des dépenses pour économiser, mais qui ont par contre développé plus de services et donc engendré des dépenses supplémentaires et des impôts. On va faire réagir Jacqueline Gouraud rapidement sur ce point, ces groupements de communes, les intercommunalités. Les intercommunalités ont trop gourmandes, trop dépensières, dit monsieur. Non, il faut dire que l'intercommunalité a été créée pour répondre à des besoins, c'est vrai. Par exemple, un certain nombre de politiques qui n'existaient pas dans certaines communes ont été créées par l'intercommunalité. L'intercommunalité a amené de nouveaux services dans de nombreuses communes. Mais ça dépend, c'est pareil. Je ne vais pas parler que de moi ce soir, mais par exemple, dans le rapport de la Cour des comptes qui vient de sortir sur les collectivités locales, la collectivité intercommunale à laquelle j'appartiens, c'est-à-dire la communauté d'agglomération de Blois, a été citée en exemple pour la mutualisation des personnels. Donc, il y a aussi des intercommunalités qui permettent de faire ce qu'on ne peut pas faire tout seul et des investissements qui sont intelligents sur un bassin de vie. Je sais pas, quand on construit un centre nautique, on ne va pas en faire un par commune, on en fait un sur un bassin de vie et ça, c'est de la bonne gestion. Eh bien, merci beaucoup Jacqueline Gouraud, merci François Lenné, merci à tous les deux d'avoir été les invités de ce 24h Sénat. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, vous retrouvez Sonia Mabrouk. Très bonne soirée et à demain.